Ne vous inquiétez pas de ce bordel, c'est Christina Cordula et Camille Lelouch en folie. Elles viennent de se rencontrer. Oui. Mais elles vont nous mettre le studio 100 dessus dessous. Mais tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce qui va se passer dans Par Jupiter? Il va falloir les expulser manu militari de ce studio, sinon moi je vais pas y arriver. Mais dites-moi vite ce qui va se passer dans Par Jupiter. Cécile Réboa, elle est comédienne, elle joue dans un téléfilm sur le surendettement des femmes sur TF1. Ah ben ça va changer de registre tout de suite. Hein. Je viens d'entendre les pop. Nous sommes sur France Inter, ça veut dire qu'il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. 58 suicides ont été recensés au sein du personnel de l'éducation nationale lors de la dernière année scolaire 2018-2019. Le chiffre est donné ce soir par le ministère de l'Éducation nationale et c'est la première fois qu'il est communiqué. Et ce chiffre ne faiblit pas. Depuis la rentrée, on recense 11 nouveaux suicides, dont celui de Christine Renon, cette directrice d'école de Pantin qui souffrait de sa condition de travail donc dans son établissement. Directeur enseignant, le travail dans l'éducation nationale a fait l'objet aujourd'hui d'un CHSCT spécial au ministère de l'Éducation nationale, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Pour l'occasion, plusieurs dizaines de directeurs et d'enseignants ont manifesté cet après-midi devant le ministère, comme Bernadette Groison, la secrétaire générale FSU, avec Fanny Hoyer. Le drame qui a été le suicide de Christine Renon est bien lié aux mauvaises conditions de travail qui ont été les siennes. Parce qu'il y a quand même un tabou et un déni encore aujourd'hui dans notre maison de reconnaître que les difficultés professionnelles engendrent de la souffrance et peuvent aller jusqu'au drame. Il y a un système qui est beaucoup trop descendant. On vous demande de faire des choses sans prendre en compte la réalité qui est parfois la vôtre dans votre école ou dans votre établissement, sans vous demander votre avis, alors que c'est aussi dans les établissements et dans les écoles. On sait parfois comment il faut faire. Il faut arrêter la multiplication des tâches. Demander 36 000 choses aux enseignants, au personnel d'encadrement dont on ne sait pas toujours à quoi cela sert. Un enseignant doit d'abord enseigner. Un directeur d'école doit pouvoir mener sa direction d'école sans être amené à faire des tâches qui n'ont rien à voir avec la direction d'école. Donc il faut clarifier les tâches, travailler sur les conditions de travail aujourd'hui et puis sur les moyens. Et dans les moyens, il y a la question du temps, il y a la question de la formation, il y a la question de l'accompagnement des personnels. C'est tout cela sur lequel nous attendons l'ouverture de discussions. Des propos recueillis par Fanny Hoyer. Une intervention policière aujourd'hui dans un lycée de Mulhouse. Cela fait suite à une alerte à la bombe. Quelle politique migratoire pour la France? Un comité interministériel a planché dessus ce matin à Matignon. Il en est ressorti 20 mesures. La plupart étaient connues, comme l'idée que la France choisit de choisir les nouveaux arrivants sur son territoire. Les explications de Yannick Falt. Principale confirmation, l'instauration d'objectifs chiffrés en matière d'immigration économique. En clair, les quotas, terme assumé par le Premier ministre. Faire venir de la main-d'œuvre étrangère dans les secteurs dits tendus, des quotas fixés chaque année en fonction des besoins. Confirmation également de la création d'un délai de carence de 3 mois avant de pouvoir bénéficier de la protection universelle maladie destinée aux demandeurs d'asile, mais une carence qui ne concernera pas les mineurs et la nécessité d'un accord préalable de la sécurité sociale pour certains actes qualifiés de non urgents dans le cadre de l'AME, l'aide médicale d'État destinée cette fois aux sans-papiers. Des sans-papiers et ces nouveaux qui perdront leur protection maladie plus rapidement qu'aujourd'hui, ainsi que les personnes déboutées de leur demande d'asile, des soins assurés pendant 6 mois au lieu de 12 actuellement. Et puis, autre annonce, la création de 3 nouveaux centres de rétention, ces centres utilisés avant la reconduite à la frontière des clandestins, et une promesse enfin à retenir, l'évacuation d'ici la fin de l'année des camps de migrants du nord-est parisien, autour notamment de la porte de la Chapelle. Et par ailleurs, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a assuré lui qu'on ne toucherait pas au regroupement familial, mais nous lutterons, dit-il, contre toutes les fraudes qui peuvent exister. La plainte déposée par la mère d'un adolescent blessé au visage par un tir de LBD lors d'une manifestation de Gilets jaunes en janvier dernier à Strasbourg a été classée aujourd'hui sans suite. Selon le procureur de Strasbourg, l'enquête n'a pas permis d'isoler la responsabilité pénale du tireur et donc de l'identifier. Un témoignage sur Mediapart, des relais sur les réseaux sociaux et c'est devenu l'affaire Enel Ruggia. L'actrice accuse le réalisateur d'attouchement et de harcèlement sexuel. Ça a commencé il y a quelques années sur le tournage du premier film d'Adèle Haenel. Elle avait alors 13 ans. Les faits ne sont pas prescrits, mais elle n'a pas porté plainte. Le parquet de Paris a donc décidé aujourd'hui, lui, de se saisir du dossier. Il a ouvert une enquête préliminaire, Delphine Gaucho. Avant-hier soir, en direct sur Mediapart, Adèle Haenel, la voix forte, déterminée, répond à Edoui Plenel. Vous auriez pu saisir la justice, questionne le fondateur du site d'information en ligne. Les faits ne sont pas prescrits. Je n'ai jamais vraiment envisagé la justice, répond la comédienne, parce qu'il y a une violence systémique faite aux femmes dans le système judiciaire. Pour Adèle Haenel, trop peu d'agresseurs sont condamnés. La justice nous ignore, dit-elle.
on ignore la justice. Des paroles qui ont fait réagir ce matin la ministre de la Justice, invitée de France Inter. Je pense qu'elle a tort de penser que la justice ne peut pas répondre à ce type de situation, a estimé Nicole Belloubet. La lenteur des procédures et l'accueil parfois désastreux des victimes dans les commissariats et gendarmeries font pourtant partie des questions au cœur du Grenelle des violences conjugales qui doit faire des propositions le 25 novembre. Delphine Gaucho dans un droit de réponse cet après-midi. Christophe Ruggia nie l'agression, mais le réalisateur reconnaît une erreur vis-à-vis d'Adèle Haenel, celle d'avoir joué les Pygmalions avec les malentendus et les entraves qu'une telle posture suscite. Je lui demande pardon, dit encore le réalisateur dans ce droit de réponse. Mon exclusion sociale est en cours, ajoute Christophe Ruggia, je ne peux rien faire pour y échapper. Catherine Deneuve a été victime d'un accident vasculaire ischémique très limité, donc réversible. Information donnée ce soir par la famille à son agent. Pas de déficit moteur, dit encore le communiqué, mais elle doit se reposer quelque temps. Catherine Deneuve a été hospitalisée hier soir après un malaise alors qu'elle tournait en région parisienne dans le film d'Emmanuel Berco. Enfin, l'histoire insolite du jour nous arrive des Vosges et elle est rapportée par nos confrères de France Bleu Sud-Lorraine. À l'origine, des gendarmes avaient été appelés par un particulier pour la dégradation de son véhicule. Le particulier en question voulait aussi porter plainte pour le vol d'une plante dans son cabanon de jardin. Les enquêteurs y sont allés. Ils ont découvert que le plan en question était en fait un plan de cannabis. Le particulier en question est droit à un rappel à la loi. 17h06 sur Inter. À découvrir cette semaine sur France Inter+. À l'occasion de la rétrospective Toulouse-Lautrec au Grand Palais à Paris, France Inter vous propose une immersion sonore dans l'univers du peintre à travers des archives rares. Ce petit homme, la tête trop grosse pour son corps, dont les yeux savaient voir et comprendre. Le Moulin Rouge, Montmartre, Toulouse-Lautrec, par ceux qui l'ont connu. France Inter+. Les archives extraordinaires de France Inter. Du lundi au jeudi à 23h15 et dès maintenant sur le site et l'appli mobile de France Inter. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez exceptionnel ? Chez Roche-Beaubois, nous vous offrons 8 jours qui, comme vous, sont exceptionnels. 8 jours pour découvrir le design et le savoir-faire de Roche-Beaubois et profiter de prix très séduisants dans toutes les collections. Mais pour cela, il faudra faire vite. Normal, c'est exceptionnel. Les prix 8 jours exceptionnels, c'est jusqu'au 18 novembre seulement dans votre magasin Roche-Beaubois. Détails sur rochebeaubois.com. Le calme est revenu, on peut y aller pour Par Jupiter. Écoutez, je pense, écoutons le calme. Ouais. C'est pénible. Okay. Bon courage et bonne chance. Je suis désolée. En tout cas, nos auditeurs malentendants, eux seront ravis. Voilà. Et moi, j'ai plus de tympan, donc voilà. Merci Laetitia Gaillet pour les informations. De rien. – 16h55 dans l'ascenseur qui mène au studio. Allez, 6e étage, hop, c'est parti pour l'émission. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas ça d'habitude? Oh mon Dieu, on est coincés! Ah ouais, donc toi tu fais partie de ces gens qui croient qu'en tapant sur tous les boutons de l'ascenseur, il va repartir. C'est les mêmes qui klaxonnent dans les embouteillages. Ne paniquons pas les amis, ne paniquons pas! Ok, on panique pas, mais quand même, on est à 5 minutes de l'antenne là. 16h56, toujours dans l'ascenseur. Bon, l'avantage de notre métier, c'est que si à 17h on n'est pas à l'antenne, quelqu'un va forcément s'en rendre compte. Sans votre idée d'aller à 3 chercher un Kinder Pingui 5 minutes avant l'antenne, on n'en serait pas là, hein, je suis désolé. Hein. Du calme les enfants, du calme. Ah non, mais moi je suis super calme, hein, mais bon, on est à 3 minutes de l'antenne là. 16h57, l'équipe est désespérément coincée. Bon les enfants, j'ai le regret de vous dire qu'on est désespérément coincés là. Ah non, en plus je dois faire pipi. On peut même pas mettre Charline en PLS, y a pas la place. De toute façon, moi ça va, de toute façon j'ai prévu mon Kinder Pingui, on n'a plus qu'à attendre que ça redémarre. Mais enfin Guillaume, mais l'émission, le sens du direct. Ah non, mais moi c'est pas grave, hein, je peux faire ma chronique par téléphone, le réalisateur il a tous mes sons. Ça y est, on bouge, ça y est. Mais attends, est-ce qu'on bouge dans le bon sens? Ouais, ça monte. Vous croyez qu'on a su rester digne? Ça on s'en fout, personne nous a entendu de toute façon. Ah ça y est, on y est. Poussez-vous, priorité antenne, libérez les toilettes. Tu vois Juliette, pour la dignité, toujours prendre exemple sur Charline. Bonjour la France Inter, bienvenue dans la start-up radiophonique dont voici la devise du jour. Chacun son laptop et les fichiers seront bien gardés. Et voici les 3 sujets dont le premier a été confié à Juliette. Si on pensait que le cinéma français sortirait intact de MeToo, l'interview fleuve d'Adèle Haenel à Mediapart, après cette interview, on va devoir réviser sa copie. C'est que la comédienne, au-delà de son cas particulier, dénonce un système complet et refuse de se pourvoir en justice. C'est que parfois, quand on pense juge, c'est à ça qu'on pense. Je me sens d'humeur à rendre la justice. Apportez-moi de la trempette.
Le gouvernement nous encourage à acheter des actions La Française des Jeux. Entrez dans l'histoire, nous dit la réclame jusque sur cette antenne. Alors pour les autres, ceux qui vont passer à côté de l'histoire, je sais pas, continuer à gratter. Par exemple. Oh putain! J'ai les 3 télés! Non, c'est pas vrai. Si! C'est pas possible. C'est incroyable ça! Viens voir la règle. Regarde, 1, 2, 3. Il a les 3 télés. Il a les 3 télés. Et ils sont les numéros 2 dans l'entreprise, dans la politique. Le numéro 2 est parfois un mystère. Est-ce plus confortable de se poster en deuxième ligne en laissant le numéro 1 devant? Bref, le numéro 2 n'est-il pas le plus malin? En restant discret, bien sûr. Mais je suis quand même numéro 2 de chez Binet, bordel! Mais tout le monde l'oublie dans cette maison ou quoi? Je suis numéro 2! Merde! Et nous devons le casting des premiers rôles de chronique à Juliette Arnaud. Oui, et je vous ai convoqué une belle équipe de hippies. Avec d'abord notre pique-nique personnel, comment ne pas céder au soyeux de son poil, au miel de ses opinions et à ses petites dents à serrer plantées dans ta jugulaire. C'est pas mal. Pablo Mira. Salut Juju, bonjour Charline, chroniqueur gauchias. Alors on s'en doutait, mais c'est maintenant confirmé scientifiquement par une étude américaine. 1. Les hommes sont plus drôles que les femmes. 2. Ce soir je dors sur le canapé. À tout à l'heure. Ensuite, ses pulls en chanvre, son micro en bambou et son aptitude à tirer le pire du moindre chaland. Il est le Summer of Love fait homme. Oh, c'est beau. C'est Humor. Oui, c'est moi. Bonjour à tous. Je vais vous parler de quotas d'immigration aujourd'hui, puisque Macron veut les mettre en place. Et ça tombe bien, les Français ont un avis sur les immigrés. Si on en prend, ça n'est que plus par rapport au fait qu'on ne devrait pas les accepter. C'est pas simple. C'est pas simple. Je vais tout de suite, accrochez-vous. Enfin, elle aurait pu choisir John Lennon comme mentor et chef de file. Elle a choisi Aliénor d'Aquitaine. Sa devise, faites l'amour, d'accord, mais surtout faites la guerre. Clara Dupont-Moretti. Bonsoir Juliette. Bonsoir. On va vous parler du prix Goncourt, qui est tombé quand même hier. Ah, c'est pas fait mal. Avant-hier. Spécial vanne. C'est bien, Merci ce à concours, tous. c'est original, on en a pas beaucoup parlé. C'est mercredi et j'avais pas de chute. Allez, voici celle qui va occuper notre open space. Pardon. Hashtag Occupy espace ouvert. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes Cécile Reboa. La classe. France Inter. Ah ouais. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud. Par Jupiter. Bienvenue Cécile Reboa. Merci beaucoup. On va pas faire des jeux de mots toute l'heure, je rassure tout le monde, les auditeurs. Hein. Ouais, non, voilà. Avec le bien bon courage, il n'y a pas grand-chose à faire. Cécile Reboa, alors vous avez notamment joué dans une série qu'on adore dans cette émission, au point qu'on en entend des extraits quasiment tous les jours, qui est Fais pas ci, fais pas ça. Vous jouez la collègue de travail d'Isabelle Gélinas. On vous a aussi connu pendant de nombreuses années dans Avocats et Associés. Vous avez tourné aussi pour le cinéma, beaucoup pour la télévision. Et vous nous proposez lundi soir sur TF1 un téléfilm en 2 parties qui s'intitule Itinéraire d'une maman braqueuse et qui est tiré d'un livre intitulé Un début de mois difficile de Rosanne Vicari. Vous jouez le premier rôle, vous êtes l'héroïne de ce téléfilm, vous êtes Laura, qu'on découvre dès la première image, ensuite à capuche sur la tête, en train de braquer un flingue sur la tenancière d'un bureau de tabac. L'image juste après, on est quelques mois plus tôt. Laura est joyeuse dans une robe à fleurs, elle chante dans sa bagnole à tue-tête du Niagara. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Qu'est-ce qui se passe ? Une grande chute. Réponse sur TF1. Une grande chute, ouais. L'élément modificateur de l'histoire. Lundi, 11 novembre à 21h. Non, ce qui se passe, c'est la descente qui se fait petit à petit, l'endettement. Elle n'est pas encore surendettée, en fait, elle est endettée, ce qui est suffisant déjà. Et elle en arrive à faire un geste fou de braquer le bar tabac en bas de chez elle à l'ouverture. Donc c'est dire que c'est un geste fou puisqu'il n'y a rien, presque rien dans la caisse. On le conseille pas. Alors c'est vraiment une histoire vraie. Inspirée de faits réels. Hein. Tout à fait. C'est ce que Rosanne Vicari a fait. Et par désarroi, par coup de folie, quoi. Appel au secours. C'est-à-dire l'élément modificateur de l'histoire, quand on trouve Laura en train de chanter du Niagara dans sa robe à fleurs dans la bagnole et que la vie est belle, elle arrive chez elle et elle voit son mari en train de la tromper. Ils vont se séparer et c'est le début d'un engrenage qui ça raconte l'engrenage de l'endettement puis du surendettement, mais de la femme en fait. Tout à fait, parce que déjà, elle se retrouve avec 2 enfants à charge, séparée d'un premier mari
qui s'est pas occupé du premier enfant, et du deuxième qui est complètement adolescent, qui est joué par Pascal de Melon. Bon. Et de melon. De melon. Pont, je crois que c'est un P. Pont. De melon. Ne vous inquiétez pas, parce de melon. On a reçu Jean-Luc Bidot la semaine dernière. Il connaissait les noms de personnes. J'ai vu l'émission. Bon, je suis un peu comme lui. J'ai pas le même âge, et pourtant, quoique. Et je suis pareil en figuration souvent. Donc, Pascal de Melon joue votre mari. Alors, Pascal de Melon. Pascal. Mais... Attends, j'arrive pas à le dire. Après, on n'a qu'une heure, attention, devant nous. Je rappelle quand même que. Après, il se l'est peut-être chopé. Pascal, j'arrive. Mais non, pas du tout. Il y a Francis Huster qui joue votre cousin. On va dire Yvan Attal. Allez, ça va aller plus vite, c'est plus facile à prononcer, allez-y. Mehdi Nebou, j'arrive à le dire. Donc, voilà, Pascal, j'arrive, il me trompe, c'est atroce, je pars, et je me retrouve avec 2 enfants sous le bras et un SMIC. Mais pourquoi elle se sépare aussi? Mais voilà. Pourquoi elle n'est pas restée? Il faut réfléchir. Exactement. Quand on a un SMIC, on l'a entendu récemment. Mais c'est on ne divorce pas. On prévoit les arrières. C'est la base. Elle aurait dû subir, rester et faire des études. Voilà, faire des études. C'est pratiquement ce que lui dit d'ailleurs sa mère, qui est jouée par Catherine Allégret. Et il y a un dialogue au début du téléfilm qui est assez dur, significatif, où elle lui dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Et Laura, donc vous lui répondez: comme toutes les femmes dans mon cas, je vais me débrouiller. Ouais. Et c'est là où le téléfilm arrête d'être juste une histoire individuelle. C'est d'une certaine manière toutes les femmes, en tout cas toutes les femmes qui se retrouvent à devoir gagner leur vie, élever souvent seules 2 enfants, parce que on va pas se voiler la face. Enfin, il y a plein de maris qui payent pas les pensions. Une femme sur 5, voilà, c'est ça. Une femme sur 5, comme beaucoup de. Une femme sur 5. Et à peine mieux d'un SMIC, c'est impossible de s'en sortir toute seule. Impossible. Vous aviez la sensation que vous jouiez d'une certaine manière qu'en jouant Laura, c'était pas que Laura, c'était pas que une histoire, c'était un moment de société. Tout à fait. En tout cas, c'était beaucoup de femmes. J'avais conscience que ça parle à beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. C'est sûr. Oui, le téléfilm dit un petit peu, si vous êtes dans une situation un peu fragile, ça peut vous arriver, donc ça peut être... bien sûr, ça arrive très vite. Ça arrive très vite. C'est pour ça que je trouvais important qu'elle ait de l'humour, que tout est, je veux dire, c'est une femme qui a de l'humour, qui est ordinaire, qui a une vie plus ou moins normale. La Laura de départ, et petit à petit, elle sombre, mais comme plein de gens peuvent sombrer, et que la précarité, effectivement, peut arriver à n'importe qui. N'importe quand. C'est un téléfilm qui est diffusé sur TF1 pendant longtemps. C'est une chaîne de télévision qui avait pour mission de faire rêver la ménagère, d'envoyer du rêve. Là, aujourd'hui, c'est une chaîne qui aussi parle du quotidien des gens qui regardent TF1. Qu'est-ce qui a changé? Parce que ça a changé au point que même dans ce téléfilm, il y a une chanson la chanson du dimanche, qu'on aime beaucoup ici. Ouais. La chanson Le pouvoir d'achat, où elle s'éclate dessus parce qu'elle vient de trouver un petit logement avec ses 2 enfants. Et la chanson du dimanche, c'est Alexandre Castagnetti, entre autres, le réalisateur du téléfilm. Et qui était dans le duo de la chanson du dimanche. Exactement. Mais alors, donc, cette question, TF1 faisait rêver la ménagère. Aujourd'hui, elle parle de sa vie, et dans ce téléfilm, on affiche à l'écran, elle fait ses calculs, et les chiffres s'affichent, quoi, avec le tel crédit, les courses du mois, le crédit pour la bagnole. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Entre les deux chez TF1, vous voulez dire? Ouais. Alors là, malheureusement, elle a un contrat en cours, elle a une proposition de contrat, donc elle voulait... Non, mais ça veut dire que ils ont fait vraiment des progrès. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont évolué dans notre société ou dans les médias pour qu'on finisse par... on évoquait tout à l'heure le téléfilm avec Philippe Rebaud et Jean-Luc Bidot. Un temps de chien. Qui a aussi été primé à La Rochelle, parce que je rappelle que vous avez reçu le prix d'interprétation féminine au dernier festival de La Rochelle. C'est 2 téléfilms qui parlent de ça. Qui traitent les mêmes sujets. Et qu'on n'aurait pas forcément vu à la télévision sur des grandes chaînes. En 2 épisodes, comme ça, on est sûr qu'on ne pratique... Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on ne pratique aucun raccourci et qu'on montre exactement, chèque après chèque, comment une femme peut perdre pied sans faire des dépenses excessives, par exemple. Ça n'est pas traité, ça n'est pas passé sous silence. Mais avec de la pub au milieu quand même pour acheter des trucs très chers, pour que les gens s'endettent. Le temps de cerveau disponible. Bref, ce sont 2 téléfilms qui ont été montrés à La Rochelle, qui sont diffusés sur des grandes chaînes. Il y a Arte, là ici c'est TF1. Arte, on comprend, il y a plus de logique, mais... ce qui est bien, c'est que ils traitent un sujet tellement actuel, et c'est super qu'une chaîne privée comme ça s'en empare. On parle aussi, en tout cas, quoi dire,
On va faire un mime. On va faire un mime. Trouvez-moi une chute. Oh, c'est la spécialité ici, faites-nous confiance. C'est pour ça que je suis pas trop inquiète. Ça s'appelle. Voilà, c'est ça, un calembour, quelque chose. J'en avais un de Cavaillon, moi, de Melon de Cavaillon, mais c'était pas dingue. Itinéraire d'une maman braqueuse d'Alexandre Castagnetti. Ce sera donc lundi soir sur TF1 à 21h05. Avec vous, Cécile Reboa, avec également Claire Nadeau. On s'en rappelle très très bien, Claire Nadeau. Coco Nadeau. Je crois que c'est pas d'eau. Mehdi Sadoun, Catherine Allégret, qu'on a vu tellement de fois dans son bar c'était chez Navarro, hein, me semble-t-il. Ouais, Pascal Demolon, Jules Houplin et Simon Aouizerat. Je vous donne tous les noms. Non, c'est pas tout à fait ça. Ouais, bien sûr. Ce sera diffusé donc lors d'une soirée événement qui sera présentée par Harry Roselmack, dédiée au surendettement. Le téléfilm sera suivi d'un débat sur le surendettement qui s'intitule Le combat des femmes. Et oui, vous voyez, alors le monde change, TF1 aussi. On l'appelait la boîte à cons avant, maintenant ça l'est moins. Hein. Carrément. Allez, vous êtes sur France Inter, notre boîte à cons. Hein, c'est... Ouais. La concurrence. On entend. On s'en fout de tout ça, c'est des choses prier pour nous pauvres pêcheurs de toiles, naufrageurs de vaisseaux spatial, c'est nous les oives du pondeur, l'Alma, la belle Alma, Anouche, cavale sur la steppe en flamme, Marcia, où coule l'univers acclame les grands tankers, coule au bord des îles de la mort, de la Chine flotte, le labeur sur la mer rouge, les Cosaques attaquent, vers mon amour on s'en va là-bas, cueillir des aurores boréales, j'ai rasé l'âme, un barbe de Poutine, les belles dans sa robe, c'est la plus belle des Mouadjidis. On s'en fout de tout sensible, véchos, prier pour nous pauvres pêcheurs de toiles, naufrageurs de vaisseaux spatial, c'est nous les oives du pondeur, l'Alma, la belle. On s'en fout de tout sensible, choses, prier pour nous pauvres pécheurs. Les papous, c'est nous, nous chante Arthur H sur France Inter à 17h23. Cécile Reboa est avec nous, prix d'interprétation féminine au dernier festival de fiction de La Rochelle pour un téléfilm qui sera diffusé lundi soir sur TF1, Itinéraire d'une maman braqueuse d'Alexandre Castagnetti, inspiré de faits réels et tiré d'un roman. Juliette Arnaud, c'est bien vous? Oui, c'est Arnaud. Alors moi c'est sûr, c'est Juliette Arnaud, ni Robot ni Rabiot. Vous pouvez correctement prononcer les noms de Pablo, chacun autour. Mira, Guillaume, Meurice et Clara Dupont-Monon. Et l'information. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au SMIC? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école? Est-ce qu'elle a suivi des études? Et puis si on est au SMIC, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Le journal de presque 17h17. Mélanie, faisons comme si c'était normal après tout. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on évoquera l'univers des chaînes info. Il sera donc question de troisième dimension. On parlera aussi des Levalloisiens qui soutiennent Patrick Balkany. On parlera donc de troisième âge. Et enfin, on fera un point sur Patrick Bruel. On parlera donc de troisième jambe. On n'était pas sûr de celle-là, puis on l'a laissé quand même. Et on commence avec les chaînes info. Ouais, hier, la journaliste Zineb El Razoui était sur le plateau de Pascal Praud. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes.
Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, mais. Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien... Nous ne sommes pas aux États-Unis. Bonne ambiance, on pourrait qualifier ça de bonne ambiance, ça fait plaisir. Alors là où on voit que ça a été vraiment assez loin, c'est que même Pascal Praud n'était pas bien du tout. Je suis garant de ce qui se dit sur ce plateau. Il ne sera pas dit sur ce plateau ou sur l'antenne de CNews qu'on doit tirer à balles réelles sur les manifestants. Oh là 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 là, ça y est, on peut plus rien dire, quoi. Franchement, Francis Holm, il sera en prison aujourd'hui avec des raisonnements comme ça. Il est en prison. Ah ouais? Ah bah putain, on vit dans une dictature, merde, c'est un scandale. Enchaîne. Politique à présent, dans son nouveau livre, François Ruffin, le député insoumis, plaide pour une écologie qui rapproche rouge et vert. Et ça, François de Rugy y avait déjà pensé en servant les homards sur son lit de Cresson. Effectivement. Municipal à Paris, plus que quelques heures avant la très probable désignation de Rachida Dati comme candidate de la droite. Oh là là là, le suspense est insoutenable. En effet, Charline. on a hâte de savoir qui va perdre en mars prochain. Oh là là, escroc toujours. Patrick Balkany a besoin de 500 000 euros pour sortir de prison et hier, Isabelle Balkany a réagi. Il se trouve que des habitants de Levallois, spontanément, connaissant notre situation, avaient lancé des cagnottes litchi dans tous les sens. Ah, c'est beau, hein, moi ça me touche énormément. Une belle solidarité, ça c'est les vraies villes de gauche, vous voyez. Ami, si tu tombes, un virement bancaire sort de l'ombre à ta place. Mais Isabelle Balkany met en garde. Et je leur ai demandé d'arrêter, car j'ai eu peur que qu'on ne puisse, ils ne sachent pas où aller les fonds, qu'ils se fassent gruger par des gens qu'on ne connaît pas. Et oui, les Levalloisiens doivent se faire gruger, mais uniquement par des gens qui connaissent. C'est ça qui est important. 3 jours après la tempête Amélie, les gestes de solidarité se multiplient et certains habitants mettent à disposition des sinistrés leur salle de bain. Et toujours personne pour mettre sa salle de bain à disposition de Michel Houellebecq. À Paris, une boîte de nuit a ouvert ses portes au théâtre du Châtelet. Christophe Castaner aurait demandé le ministère de la Culture. Tandis qu'à Bordeaux, les voisins obtiennent l'expulsion des grenouilles et le comblement de leur mare parce qu'elles croassent trop fort. Non mais ça va, pas gêné là, les amphibiens. Putain, mais rentrez chez vous les grenouilles, je vous dégomme à la carabine là. Ça va pas, Guillaume. Excusez-moi, je me suis cru sur CNews. Il me semble, oui. Pardon. Alors, international, en Belgique, le roi a chargé le socialiste Paul Magnette d'une mission d'information pour constituer une coalition après 164 jours sans gouvernement. Ok, bah non, mais c'est mort. Ah bah non, pourquoi? Ah bah quand ta seule solution c'est un socialiste, c'est mort quand même. Hein. Vous voyez Olivier Faure redresser la France, vous comment... Olivier qui? Voilà, c'est mort. Allez, on enchaîne. Okay, bon, c'est vrai. Alors, international, toujours aux États-Unis, une femme risque 93 jours de prison pour avoir oublié de rendre 2 livres à la bibliothèque. Non, mais 93 jours, mais c'est un scandale. Mais faut tirer dessus à balles réelles, putain. Défoncez-la ou quoi? Mais non, mais calmez-vous, c'est bon. Mais non, c'est aux États-Unis, c'est bon. Ah, donc c'est bon, c'est bon. Allez, vous avez raison. Allez, on continue. Allez, on termine avec une brève. D'accord. Un homme totalement déséquilibré a été placé en garde à vue mardi après avoir été interpellé nu dans un TGV reliant Stuttgart à Paris. Ça fait toujours plaisir de prendre des nouvelles de Patrick Bruel. 17h27 sur France Inter, Cécile Rébaud est en notre compagnie et on va aborder ce premier sujet choisi par Juliette. Adèle Haenel le précise dans son récit à Mediapart, elle place son histoire privée dans une histoire publique qui nous concerne toutes et tous. Il s'agit moins de dénoncer les actes d'un homme sur une toute jeune fille que de dénoncer un système d'impunité, moins une vengeance qu'un désir puissant de regarder les choses en face et d'écouter les témoins. Enfin, ceux qui veulent bien témoigner, bien sûr. Est-ce qu'il y a des témoins? Moi, je suis témoin. Qu'est-ce que vous avez vu? Tout. J'ai tout vu. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Mais rien, je ne dis plus rien. Excusez-moi, tout le monde peut faire une erreur. C'était Les Enfants du Paradis, de Marcel Carné. Et je crois que c'est Paul Francoeur, l'acteur qu'on entendait. Si c'est pas ça, vous nous écrivez sur Twitter. Voilà. On ne regarde pas Twitter, mais vous pouvez écrire. Je crois que c'est Pascal de Melon qui a fait cette version-là. Enfin, De Melon, oui. Cécile, depuis ce témoignage d'Adèle Haenel, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'actrices, dont Marion Cotillard, saluer son courage et dire qu'elles éprouvaient un grand sentiment de gratitude. Vous êtes une actrice, on vous a à la radio, on n'est pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? C'est moi ce qui me. J'ai regardé évidemment Adèle Haenel sur Mediapart et je trouve ça admirable qu'elle l'ait fait. Ce qui m'attriste, c'est qu'elle n'ait pas pu le dire à l'époque, c'est qu'elle ait été dans le silence pendant 15 ans. C'est ça qui
est douloureux à entendre. Et maintenant, si elle a réussi à le faire et que ça ouvre des portes à plein de femmes, c'est merveilleux, quoi. Mais d'autant que elle-même dit que ce qui lui a inspiré c'est le Michael Jackson. Voilà, c'est le documentaire. Donc c'est j'ai vu d'ailleurs. Voilà. C'est vrai qu'il est impressionnant, quoi. De voir ces hommes pouvoir enfin libérer la parole des années après, de se rendre compte de la gravité de l'acte, alors qu'ils pensaient que Michael Jackson était amoureux et que c'était un sentiment normal à l'époque. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment un phénomène de domino qui se passe et qu'elle espère bien. En fait, c'est bien pour ça qu'elle parle du documentaire de Michael Jackson, parce qu'elle pense que voilà, ça a eu de l'effet sur elle, donc potentiellement son témoignage aura de l'effet sur d'autres femmes. On avait la sensation que MeToo jusqu'à présent c'était pour Hollywood, et là on est en train peut-être de commencer à se dire que le cinéma français n'est absolument pas exempt de ce genre d'affaires. Vous êtes comédienne depuis 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression que depuis MeToo, il y a des choses qui changent sur les tournages? Est-ce que les femmes, les actrices ou les techniciennes se parlent plus? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient plus possibles maintenant? Je le souhaite de tout mon cœur qu'il y ait des choses plus possibles maintenant. Maintenant, moi, c'est vrai que là, c'est au-delà même du métier d'acteur. C'est là un acte de pédophilie, quoi, envers Aden Enel, qui avait 12 ans à l'époque. On peut dire. Pédocriminalité. Ouais. Ça parle, je crois, à plein de gens dans plein de milieux différents. Que ce soit des oncles, dans la famille aussi, proche, oui, bien sûr. C'est ce qui est. La presse américaine s'étonne que en France, il n'y ait pas vraiment le même phénomène que c'est-à-dire que MeToo. Qu'il n'y ait pas tant de langues qui se délient que ça, qu'il n'y ait pas beaucoup de réalisateurs. Alors ça doit exister en France, et en France il n'y a pas de. Là elle a mis un déclencheur qui risque de faire une onde de choc, mais le cinéma français peut pas être exempt de ça existe, non? Non, j'imagine pas. Maintenant, je souhaite qu'effectivement, c'est que les choses sortent si il y a eu des MeToo en France. Il y a une deuxième chose, elle dit qu'elle ne va pas porter plainte. Bon, le parquet de Paris vient de se saisir de l'affaire, mais elle ne portera pas plainte, et elle dit que la justice française, pour le moment, n'a pas donné les preuves selon elle de savoir traiter les violences sexistes et les féminicides. Votre personnage, dans le téléfilm, son avocat lui dit à un moment qu'elle aurait très bien pu aller voir un juge pour éviter d'être virée. Et elle dit, j'y ai même pas pensé, et puis j'avais peur. Elle le savait pas. Elle savait pas qu'on l'aurait aidée. Elle savait pas que c'était possible qu'on l'aide. En fait, elle se méfie spontanément de la justice, en fait. Je pense que l'ignorance, là, plutôt, non ? Je pense que c'est de l'ignorance, tout à fait. C'est de l'ignorance. Par mauvaise Personne ne lui a dit, elle le savait pas. Elle n'imaginait pas qu'on puisse l'aider. Elle avait tellement honte. D'ailleurs, ce qui est le cas de Rosanne, du personnage réel. L'auteur du roman. Et elle avait tellement honte qu'elle a préféré se taire et subir sans le dire. 17h32 sur France Inter. On va clore ce sujet et passer, bien sûr, à une chronique, parce que bien autour de cette table, Cécile, il y a Pablo Mira, éditorialiste et maître de conférence à la PMU School of Approximation. Pablo, mon petit ange trapu, vous avez découvert qu'apparemment les femmes seraient moins drôles que les hommes. Ouais, ma louloute. En fait, tout ça vient d'un article qui m'a effaré. Selon une obscure étude d'une université en Caroline du Nord, selon la science, les hommes seraient plus drôles que les femmes. Comment peut-on, en 2019, bientôt 2020, oser dire des choses qu'on sait depuis toujours déjà? Alors, précision, car j'aime la rigourosité. L'étude a été réalisée sur 5000 cobayes chargés de juger l'humour d'hommes et de femmes qui n'étaient pas des comiques professionnels, sinon voilà, 100% des hommes et des femmes auraient été drôles. Là, elle a été faite sur des gens normaux qui n'ont aucune compétence particulière en humour, comme une avocate ou Anne Roumanoff. Et les conclusions ne laissent place à aucun doute. En termes d'humour, au sein de la grande équipe de la drôlerie, l'homme est un titulaire indiscutable, tandis que la femme est, elle, interdite de stade, punie pour avoir craqué le fumigène de la médiocrité. Bien sûr, je vois venir les féminazis. Alors attention, cette étude ne veut pas dire qu'une femme n'est pas drôle, parce que moi, par exemple, quand je vois Juju revendiquer l'égalité salariale, je suis plié de rire, je le dis. En fait, merci encore de travailler gratuitement aujourd'hui. Tiens, t'es gentille, ma belle. Tu vas te chercher ce que tu veux à la machine à café. C'est papa qui régale.
Non, cette étude veut tout simplement dire que les femmes, en termes de rigolade, elles sont moins fortes. C'est comme ça, humour et femme sont deux mots qui sont aussi incompatibles que SMIC et divorce. Surtout ne prenez pas ombrage de cette défaite, mesdames, car en réalité, cette supériorité masculine, elle est logique. Elle est logique puisque les femmes, étant attirées par l'humour d'un homme, eh bien, nous, on a besoin d'exceller dans ce domaine pour vous séduire. Vous connaissez le fameux dicton, femme qui rit, femme qui a acheté une place pour Pablo Mira, dit des choses contre de l'argent, tourné dans toute la France jusqu'en mai 2027. Donc de facto, l'humour est une arme redoutable pour coucher avec une femme. Et légal, surtout. Oui, je tiens à le préciser parce que je sais qu'on est beaucoup écouté dans Lyon. A contrario, les hommes n'aiment pas forcément qu'une femme soit drôle. Ils seront plus attirés par les femmes qui rient à leurs blagues. Donc oui, Charline, je vous vois venir. Gérald Darmanin n'a pas de vie sexuelle. En fait, le problème d'une femme drôle, si vous voulez, c'est qu'elle devient un peu la bonne copine. Et est-ce qu'un homme coucherait avec sa bonne copine? La réponse est bien sûr peut-être. Pourtant... il y en a beaucoup des femmes qui essaient d'être drôles, de plus en plus même, et pour moi ça c'est un mystère. Je ne comprends pas. Une femme qui fait une blague, moi ça me met, je le dis, mal à l'aise, surfroide. Un prof de solfège dans un concert de Guillaume Meurice. Je veux dire, pourquoi vous faites ça, mesdames? Est-ce que moi j'essaye de faire des feuilletés au jambon? Non. Petit conseil aux femmes qui veulent séduire un homme, arrêtez l'humour. Soyez sinistre. Quelque part, la femme parfaite, c'est Dominique Seux. Et franchement, entre nous les louloutes, aujourd'hui, être femme et drôle en même temps, ça n'a socialement aucune utilité. Je dirais même que c'est se tirer une balle dans le pied. Ça revient à se lancer en politique avec des convictions. Ça dénonce. Avec Pablo, ça dénonce. Petite production sonore. C'est gênant, tout à fait. Charline, quand vous faites cette tête, vous savez, je sais ce que vous dites, vous n'êtes pas d'accord, ou alors vous avez vos ragnoutes. Alors ok, allez-y, prouvez-moi que j'ai tort et citez-moi une seule humoriste femme capable de rivaliser avec un homme. Allez-y, je vous écoute pendant que la régie met de la musique très fort pour couvrir vos paroles. Allez-y. Il y a Muriel Robin. Mais fort, la régie. Plus fort la régie. Blanche Gardin. Nadine Morano. Vous voyez, Charline, votre discours est inaudible. Pour conclure, pas besoin de recherche scientifique pour savoir que nous, les mâles, les alphas, on est plus drôles que vous, mesdames, car franchement, rien que le fait de croire qu'on est systématiquement supérieur aux femmes dans tous les domaines, c'est quand même la plus grosse blague de tous les temps. Allez. Ça dénonce. Pablo Mira, merci Pablo. N'hésitez pas à le réécouter en podcast sur France Inter. Hésitez comme un parce que si vous en avez raté, 2-3 ans. Il ne faut pas qu'il reste de miettes, parce qu'il est capable de les revendre, les miettes, sinon. Bah oui. Vous écoutez France Inter. Just a little. You're supposed to hold me down, but you're holding me back, and that's the sound of me not calling you back. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. No man on the Minnesota Vikings. Truth hurts, needed something more exciting. You ever had it? No, you ain't from the start. Hey, I'm glad you're back with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press, get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. No man on the Minnesota Vikings. Truth hurts, needed something more exciting. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been there. We don't fuck with lies, we don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye,
keep it pushing like aye, aye, aye. Wild men great till they got Truth Hurts, un disque de Lizzo glissé dans le manche-disque par Pauline Laverdure. À la technique, vous écoutez France Inter par Jupiter. Cécile Rébaud est en notre compagnie. Elle a reçu le prix d'interprétation au Festival de la Fiction de La Rochelle pour Itinéraire d'une maman braqueuse à voir sur TF1 lundi soir à 21h05. Guillaume Meurice est également dans la place. Je vais vous parler d'immigration aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais, on te voit venir, tu vas nous dire qu'il faut ouvrir les frontières, tu es un peu le Tiken Jaffa Coli du pauvre. Charline me dit ça tout le temps. Bon, alors non, je ne dis pas ça, je dis comme Emmanuel Macron qu'il faut des quotas selon les pays d'origine, sinon on voit bien que c'est le bordel. Rien que nous, dans cette émission, on a une immigrée belge qui vient voler les réponses dans les questions des vrais Français. C'est quand même scandaleux, quoi. On a même Clara qui vient clairement pas de France, en tout cas pas de France d'aujourd'hui, elle vient de France du Moyen-Âge, hein, la France de Louis XII, dit le baveux pour sa ressemblance avec Laurent Delahousse devant l'Élysée. Bref, ça ne va pas du tout. On cumule trop de handicaps dans cette émission et je vous rappelle qu'il faut qu'on rattrape les grosses têtes quand même. Il y a un défi, d'accord? Donc il faut faire du franchouillard. On veut de la question de monsieur grosse paire de houille. C'est ça que les Français veulent. Ok? Ça et des quotas d'immigration. Je le sais, je suis allé voir les Français ce matin. Il y en a même qui sont un tout petit peu complexés par la question. Bon, non, je suis pas contre, mais je suis pas vraiment pour non plus, quoi. Vous êtes mi-pour, mi-contre. Mi-pour, mi-contre, voilà. Parce que pour vous, il y a des bons et des mauvais migrants. Ouais, les mauvais sont déjà là, quoi. Ouais. Alors, il n'est pas si complexé que ça. Enfin, il s'est décomplexé hyper rapidement. Alors, c'est vrai qu'il y a des migrants qu'on aime bien. Je vous rappelle, si vous êtes arabe, si vous rachetez le PSG, c'est bon. Si c'est un bar à chicha, c'est non. Un petit moyen mémotechnique pour les migrants qui nous écoutent. Donc, il faut arrêter avec cette vieille immigration. De toute façon, en France, avec les droits de l'homme, on est ringard. Ça, c'est la vieille notion française d'égalité. Elle est dépassée, cette notion? Oui. Donc de vouloir toujours mettre tout le monde à égalité, je trouve que c'est assez ridicule. Oui, tout à fait. Et le ridicule ne tue pas, hein, je vous rappelle, puisque Julie Gradiani est en excellente santé, bilan cardiaque au top, et elle n'est pas au SMIC, donc elle peut divorcer. Ça, c'est important. D'ailleurs, elle a déjà divorcé de ses neurones. Ah, ils ont fait sécession, ils se sont barrés. De toute façon, en France, on en est où? On a atteint les quotas, c'est bon, on a ce qu'il faut. Il en faut pas plus. En matière de quoi? Bah d'émigrer, je crois que c'est bon. Hein. Il y a juste ce qu'il faut, même de trop là. Mais il y a des boulots qui trouvent pas preneur hein, pour l'instant, non? Ouais, il y a peut-être des boulots où il n'y a pas assez d'études non plus, quoi. Donc il va peut-être falloir favoriser un petit peu plus les études et mettre un peu tout le monde au boulot parce que les allocations familiales à un moment donné ça paye bien aussi. Hein. Donc faut arrêter. Non mais quel rapport? C'est comme nos amis roumains, c'est pareil. Alors attendez, parce que là, je crois que comme dirait notre petit immigré espagnol, on a un bingo. On a un bingo, c'est ça Pablo? On a un champion en tout cas. On a les allocs, tout le monde au boulot et on finit sur les Roumains. Ouais, on est bon? On a le super bingo. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même? Allez, n'insistez pas, c'est ma tournée, c'est pour moi. Tous les émigrés qui arrivent en France profitent du système français qui est très très bon et que c'est connu à l'étranger. Hein. Et vous, est-ce que vous n'êtes pas issu d'immigration? Il y a très longtemps, dans les années 60. Quelle immigration? Portugaise. Donc plus qu'intégré, moi quand même. Oui, quand t'as assimilé la xénophobie à ce niveau-là, c'est que t'es vraiment intégré à la société française. Il te manque juste un strapontin sur CNews ou LCI et on est bon. D'ailleurs, si l'échelle recrute, j'ai peut-être une nouvelle proposition de chroniqueuse qui est passée par Aubervilliers et qui a vu donc les bidonvilles de migrants et qui a donc un avis sur le travail des immigrés. Et oui, ben là, ils vont à Aubervilliers, ils vont trouver, hein, parce que... Et encore, s'ils veulent travailler, parce qu'ils font la manche. Des fois, on gagne plus en faisant la manche qu'en travaillant. Vous pensez? Oui. Mais vous travaillez? Oui, je travaille. Pourquoi vous faites pas la manche si c'est mieux payé? C'est ce que je me demande. Eh ben moi aussi. Figurez-vous que moi aussi, parce que moi je me ferais pas chier avec un patron à sa place. Je ferais mon CAP mendiant et hop, on est bon. C'est en 2 ans, hein, tranquille. Je montrerai ma petite start-up de manche et hop, faislamanche.com, on est bon. Allez, revenons à nos bidonvilles d'Aubervilliers. Ils viennent d'où ces gens? Ils ont dû venir en bateau. Et alors, vous pensez qu'il faut les accueillir ou pas ces gens-là? Non, pas du tout. Ah bon? Ouais. Si ces gens-là c'était des petites fillettes blondes aux yeux bleus, est-ce qu'il faudrait les accueillir? Blondes aux yeux bleus, je sais pas, moi je suis pas raciste, mais quand même. Attention, on est au point je suis pas raciste, mais quand même, bien connu des amateurs de PMU. Et après un je ne suis pas raciste, mais je vous rappelle qu'on ne contrôle absolument plus rien. On bascule complètement dans une autre dimension. Alors j'ai été sympa parce que j'aurais pu ajouter petite blonde aux yeux bleus, mais avec un voile. Ah bon, je suis contre la torture, je ne l'ai pas fait, mais revenons à notre dilemme. Ils sont blanches. Oui, donc faudrait les accueillir. Hein. Voilà, exactement. Donc peut-être vous êtes un peu raciste, non?
petit peu. Mais sur un racisme léger. Léger. Voilà, un racisme tranquillou, bilou, comme on appelle ça. Voilà, voyez, on a bien trié les migrants. En tout cas, on dit toujours que ce sont les immigrés qui viennent voler, mais le vol du programme de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen est bel et bien l'œuvre d'un Français, Emmanuel Macron. Merci Guillaume Meurice. Vous écoutez France Inter, il est 17h44. La comédienne Cécile Rébaud est en notre compagnie. On va aborder cet autre sujet. La Française des Jeux est privatisée, elle entre en bourse et le gouvernement nous encourage à acheter des actions. Dans des messages publicitaires, notamment sur notre antenne, des messages qui se terminent par « jouer comporte des risques ». Et placer son argent en bourse, non, par exemple. C'est un placement sûr, nous répondons. C'est une entreprise solide. L'opium du peuple entre en bourse, mesdames et messieurs. Loterie nationale, balancez vos 100 balles, profitez de l'occasion au rayon du pognon. La tranche du bonheur, c'est pour les amateurs. Venez, c'est du gâteau, choisissez votre morceau. Votre gros lot fera comme un bruit de clochette. Alors, tous vos bons amis viendront vous faire courbette. Sitôt que vous... Allez, fume, c'est du belge, c'est Annie Cordy. Ah, c'est Annie Cordy. Bien sûr, loterie nationale. Avant de réécouter le spot de pub à la fin de cette émission, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça, on en a beaucoup. Juste après celui pour les SUV, je crois. Exactement. Entrez dans l'histoire, ils disent. Entrez dans l'histoire. Alors, le président de la République espère un succès populaire parce que la France est un pays réfractaire à la détention d'actions. Donc, il veut développer l'actionnariat populaire, réconcilier capital et travail. Vous êtes actionnaire, Cécile Réboa, ça vous tente? Non, absolument non, pas. De rien? De rien. Bon. Alors, est-ce qu'il y aurait ceux qui achètent des actions et ceux qui jouent au jeu de la Française des Jeux? Ouais. D'un côté et de l'autre. Vous pensez qu'il y en a qui ça se rencontre ou pas tellement? Alors j'en ai aucune idée. Je ne sais pas si ça se rencontre. Moi, je pense juste au fait de est-ce qu'il y aura toujours le petit bar tabac en bas dans les villages où les gens se retrouvent pour jouer? Il faudra bien écouler les tickets, donc sans doute. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça changera pas le quotidien du joueur? Dans le téléfilm, le centre névralgique du quartier populaire où s'installe votre personnage, c'est le bureau de tabac et ses jeux à gratter. Ça fait partie de l'histoire. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un point de rendez-vous, l'espoir de devenir riche, avec ce petit billet. Tant qu'on a cet espoir-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que d'ailleurs, on voit votre personnage à un moment, elle demande un jeu à gratter. Bien sûr. Et c'est une joueuse. Une petite joueuse. Mais une petite joueuse. Rappelons que c'est un téléfilm sur le surendettement d'une femme qui a 2 enfants. On assiste à sa dégringolade. Et dans cette dégringolade, une des choses à laquelle elle se raccroche, c'est ça, c'est au ticket à gratter. Mais le scénariste, tu pouvais pas la faire gagner? Ça aurait été mieux. Il pouvait, mais... C'est inspiré de faits réels. Bah oui. Mais c'était plus le livre. Voilà. Ceci dit, le vrai joueur qui joue pas par nécessité, il joue pas pour s'enrichir. Le vrai joueur, il joue pour perdre. Ouais, voilà. Ouais. Non, enfin, en tout cas pour défier le hasard. Mais le vrai joueur qui est pas dans le besoin matériel, bien sûr, il joue. Le gain, ça lui est égal au fond. Hein. Mais alors, là, on est encouragé à acheter des actions pour une entreprise qui vend des choses dont on nous dit aussi dans les spots de pub, jouer comporte des risques. Donc en fait, on achète des actions pour un truc où les gens risquent des choses quand même quand ils sont un peu fragiles, non? Oui, mais c'est comme la bourse. Oui. Ça s'appelle la bourse. Il y a plein d'autres entreprises la comme bourse ça. aussi, les riches aussi prennent des risques. Non, mais c'est un double risque. C'est le risque, dès qu'on se met à boursicoter, il y a un risque de perdre de l'argent, et c'est misé sur le fait que des gens prennent des risques avec leur santé psychique. Il n'y aura pas une mise en abîme, là? Ça fait beaucoup. Vous jouez, vous, un petit peu? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Jamais vous avez joué? Très peu. Un non, petit je suis pas une joueuse, moi. un petit gratte, comme dit Claire Nadeau. Un petit horoscope. Un petit rapido. Non, mais un petit horoscope. C'est bien, alors, bien aujourd'hui, le numéro complémentaire de la chronique, Clara Dupont-Moretti. Et oui, et puis il y en a un qui a joué puis qui a gagné, qui s'appelle Jean-Paul Dubois, puisque le Goncourt est tombé lundi. Alors, dans cette émission, on avait touché du bois. Oh, c'est brillant. Et on avait bien fait. On se demande pourquoi elle est mieux payée que tout le monde, mais c'est quand même justifié. C'est un talent, c'est un talent. Car donc le Goncourt a été attribué à tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, et on est très content. Alors j'en parlais, Cécile me posait la question avant l'émission, qu'est-ce qui moi me fait vibrer chez Dubois? Eh ben c'est pas physique. Encore que c'est pas non plus non mais c'est pas perso, vous voyez, qu'est-ce qui me fait vibrer chez lui? C'est pas son physique, ça pourrait, mais c'est pas, il se trouve que c'est pas le cas. C'est pas non plus financier, je connais pas non plus son compte en banque, mais voilà, restons prudents. Moi j'aime Dubois parce que c'est l'écrivain des lieux.
Parce qu'on croit toujours que c'est Modiano, l'écrivain des lieux, mais pas du tout. En fait, c'est Jean-Paul Dubois. Quand vous lisez ce livre, c'est l'équivalent d'une espèce de giga carte d'embarquement. On passe de la France au Danemark et puis au Canada en quelques heures. Moi, c'est ce que j'appelle un roman long courrier. Voilà. Bilan carbone dégueulasse, quoi. Non, justement, bilan carbone. Oui, vous lisez un livre, donc vous voyez, le bilan carbone, il est économique. Ensuite, c'est l'équivalent d'un Google Maps, parce qu'on passe d'une cellule à un immeuble, en passant par un temple, mais on passe aussi d'un grand lac à une ville, avec un détour par une jolie plage. Et puis, enfin, il contient tous ces lieux, alors cette fois intimes, puisqu'on passe de l'amour fou au deuil, en passant par le couple, des notions qui sont des espaces infinis ou enfermants selon l'histoire de chacun. Donc vous voyez, quand je vous dis l'écrivain des lieux, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce roman démarre sur un lieu clos, qui est une cellule de prison à Montréal. Celui qui y parle y est condamné. Il s'appelle Paul. Et là, on lit le lieu limité qui oblige à faire ses besoins devant son co-détenu. On lit l'immense nostalgie de la liberté, perverse notion dont on savoure le prix uniquement quand on l'a perdu, un peu comme la virginité d'ailleurs. Et Paul, oui, quand on y réfléchit, oui, pardon, mais bon. Et Paul, j'ai pas dû trop réfléchir. Alors. Vaut mieux pas, je pense. Et Paul se souvient. Il se souvient des lieux encore immenses, comme les plages danoises baignées d'une lumière farineuse que Dubois décrit de façon si magnifique. Il se souvient du ciel dans lequel volait sa femme, parce qu'elle était pilote d'avion. Et il se souvient aussi d'un énorme immeuble qui s'appelle l'Excelsior, dont il était le gardien. Et tout le livre est un long flashback sur ces grands espaces, entrecoupés de zoom sur un espace clos restreint qui est la prison. Donc c'est un livre en forme d'accordéon, vous voyez, c'est-à-dire qu'on passe de l'arrière à l'avant comme un microscope. Alors parfois, certaines notions sont vécues comme des prisons. Par exemple, la famille. Chez Dubois, la famille, c'est une geôle. Paul a grandi entre un père donc danois, pasteur, et une mère qui est propriétaire d'une salle de cinéma et qui n'hésite pas à programmer Gorge profonde. Le père pasteur, il le vit très mal. Autre espace qui vaut la prison, l'Excelsior, ce fameux énorme immeuble dont Paul est l'intendant, 68 appartements, une piscine, un jardin immense, des tuyaux qui toussent. Et la première année, quand il prend le job, Paul perd 9 kilos, il dort une nuit sur 2. Je vivais constamment dans le ventre de la bête, dit-il, à réparer ses organes. Mais fidèlement à cette logique d'accordéon, on passe du caveau au grand ciel, et c'est là justement que Paul rencontre donc la femme de sa vie aux commandes de son avion. Alors elle, c'est le genre de femme qui, sur un ponton, après avoir déposé Paul dans la région des Grands Lacs, lui saute dessus, et en se rhabillant, elle lui dit « Quand je t'ai vu revenir ce matin à l'hydrobase, j'ai pensé immédiatement, c'est avec cet homme-là que je vais finir ma vie. Maintenant, on embarque, referme bien la porte et n'oublie pas la sacoche. » Un mélange de glamour et de pragmatisme que les filles de cette émission connaissent bien et pratiquent régulièrement. Mais écoutez l'écriture de Dubois comme elle est belle, parce que Paul, lui, compare cet accouplement sur le ponton, je cite, à un bref éclair illuminant la vie comme une fusée de détresse. Et vous l'entendez, il convoque l'idée de l'envol, l'idée du céleste, qui contraste avec les tombeaux que sont l'Excelsior ou la prison. Bref, en résumé, avec Dubois, aucune chance de tomber sur un lieu commun. Je vous redonne les références. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois est paru aux éditions de l'Olivier. Merci Clara Dupont-Mono. Vous avez remarqué, il s'appelle Dubois et l'édition c'est l'Olivier. C'est génial. Fou, hein. Vous l'avez pas noté ça alors faites de la radio. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu que vous l'ayez pas noté. Et il a fait du beau boulot. C'est excellent. Allez, pardon Jean-Paul Dubois. On se croirait en fin de semaine, mais nous ne sommes que mercredi, les amis. 17h52 sur France Inter. Clara Dupont-Mono, merci. On poursuit la conversation avec Cécile Réboa. Tiens, dans les entreprises, les ministères, les organisations en général, qui sont les numéros 2 ? Est-ce qu'ils ont choisi cette position ? Est-ce qu'elle est plus confortable que numéro 1 ? Si oui, est-ce par refus des responsabilités et du pouvoir ? Bien, messieurs, ceci est un bobsleigh. Alors voilà ce qu'on va faire. 100 cas. Oui, je sais, c'est moi le pilote. Non, toi je te mets au frein. Non, c'est moi le pilote. Non, t'es au frein. Je suis le pilote. Non, t'es au frein. Et tu prends ta place. Tu sais, 100 cas, le pilote doit travailler encore plus que ses coéquipiers. Il doit être le premier debout et le dernier à se coucher. Pendant que les copains sirotent leur bière, il est dans sa piole à étudier des schémas de virage. Il doit rester au maximum de sa concentration pendant toute la durée des épreuves. Il doit connaître sur le bout des doigts le moindre centimètre de la piste qu'il va avoir à parcourir. Et c'est lui qui est responsable de la vie des 3 types qui ont poussé derrière lui. Alors, t'acceptes ses responsabilités ? Oh, on est bien à l'arrière. Rasta Rocket. Ah oui, un film de John Turteltaub.
C'est pas inventé, c'est vraiment comme ça. Avec la voix française de Daniel Rousseau. Le beau-frère de Demelon, je crois. Donc c'est la couverture d'un précédent Technicart sur les numéros 2 qui prennent qui sont peut-être plus malins que les autres parce que comme ça ils sont pas en première ligne, c'est la théorie. Est-ce que alors vous Cécile Réboa, vous avez joué beaucoup de second rôle, là vous portez un téléfilm en 2 parties sur TF1. Est-ce que c'est plus confortable d'être second rôle que premier? Oh bah non, c'est plus confortable d'être premier rôle. Pourquoi? Financièrement, oui. Mais... Alors financièrement, c'est mieux déjà. Et non, mais parce qu'on vous suit, parce qu'en fait, vous portez pas grand-chose. Vous avez rien à faire puisqu'on vous suit. C'est les second rôles alors Mais je trouve que les font le job. Les second rôles déjà sont souvent plus décalés. On décale souvent les second rôles, en tout cas dans les comédies, même dans les drames. Moi, je trouve que c'est très confortable le premier rôle parce qu'il y a tout à jouer, parce qu'on n'a pas le temps de se poser de questions, on est là tout le temps. Mais on a plus de responsabilités ou pas? C'est comme dans les entreprises ou en politique? Sûrement, mais je l'ai pas ressenti comme ça. Moi, ça m'a plu. Oui, je me suis sentie très à l'aise. Elle est plus à l'aise dans les premiis rôles, en fait. Ouais, je crois, en fait. Je crois que je préfère cet endroit-là. Non, mais ce qui est génial, c'est en plus, là, c'est vrai que je crois que je suis dans toutes les scènes du film, ce qui est quand même fou, quoi. Et c'est un luxe absolu de se laisser glisser dans une histoire et de je sais pas, j'ai beaucoup aimé. Et vous êtes aimé. très bien entouré parce que citons les second rôles, c'est quand même Claire Nadeau, Mehdi Sadoun, Catherine Allégret, Pascal Demolon et puis Jules Houplin. Simon. Et d'ailleurs, en début d'émission, j'ai dit Mehdi Nebou. Oui, c'est oui. Bien sûr. On a bien compris qu'on racontait n'importe quoi. Jean-Luc Bidot. Jean-Luc Bidot, numéro 2. On l'embrasse, il nous écoute à Genève. On a bien compris que vous racontiez n'importe quoi, que vous ne jouiez pas dans le téléfilm et que c'était pas sur TF1. Mais c'est pas grave. Elle est passée dans les amours il y a 2 semaines. Je ne sais plus. Cécile Réboa, on va jouer avec vous si vous voulez bien. Et on va vous proposer de jouer dans un sketch. Depuis plusieurs semaines, on observe une surenchère des polémiques sur les chaînes Toute Info. C'est à se demander comment ça se passe dans les salles de rédaction. Cécile, Charline et Guillaume, vous serez des journalistes travaillant tantôt pour CNews et tantôt pour LCI. 10h, rédaction de LCI. Bon, là ça va plus, là on a perdu la main. Ah, c'est vrai, on a peut-être été un peu faible sur la couverture des Kurdes en Syrie. Mais là, on a perdu la main sur le buzz. Là, hier, CNews nous a battus avec les tirs à balles réelles. Là, faut qu'on aille plus loin. Plus loin que tirer à balles réelles sur les gens? Mais oui, alors il faut des idées là de chroniqueurs pour l'émission du jour. Oui, alors moi j'ai un sociologue qui peut parler des quotas sur l'immigration. Oh là, il est antisémite? Non. Il est homophobe au moins, non? Ah bah non plus, non. Oh non, bah laissez tomber. Cécile, des idées? Bah oui, des idées. J'ai repéré sur Twitter un homme qui veut rétablir la peine de mort et une femme qui explique que l'homosexualité est la porte d'entrée vers la pédophilie. Ah ouais. Excellent. On les prend comme experts justice et santé pour l'émission de midi. Non, attendez, parce que quand même vous réalisez que c'est n'importe quoi. Non mais on est là pour le buzz. Allez. 16h, rédaction de CNews. Ah putain, ça va plus, on a perdu la main là. La rédaction de LCI a eu un casting de folie à midi là. Oui, enfin, ils ont mis autour de la table des gens qui parlaient de sujets qu'ils connaissaient pas. Ça buzz. Bon, alors quels sont les thèmes qu'on n'a pas encore traités? Bon, alors les Arabes, ça c'est fait. Les PD, ça c'est bon. C'est bon. Ouais, voilà, moi je propose un débat sur la réforme des retraites. Alors. Excellent, tu proposes quoi? Un combat debout avec des retraités, c'est ça? Ah bah non, je pensais juste à un débat entre un député LREM et puis une personne à la retraite. Bon, attendez, et si on faisait un débat pour ou contre l'envoi des migrants dans les camps de travail? Ça c'est bien, parfait. Donc, et on enchaîne avec un débat, faut-il supprimer le droit de vote des femmes opposées? Génial Ok. Et on termine avec un sujet plus léger, comme la Terre est-elle vraiment ronde? Ouais. Et si un mec dit oui et qu'il le prouve? Bam. Mais on peut pas dire tout ça à la télévision. Mais enfin. si, c'est excellent. Allez, l'émission est écrite là, c'est bon. 21h, rédaction de LCI. Ah putain, ça va plus, on a perdu la main là. On s'est encore fait passer devant par CNews. Bon, alors moi j'ai prévu un petit happening. Happening, mais on est une chaîne d'information, hein, on n'est pas chez Hanouna. Mais ici. on est surtout là pour le buzz. Allez. Donc attendez, on fera venir une femme voilée homosexuelle sur le plateau. Oh putain. Ah bah très bien, on leur donne jamais la parole, c'est l'occasion alors. Ah non mais non, on lui donnera pas la parole. Ah bah non. Bah oui, j'aime bien ça. Bon, ok, on l'envoie dans un camp de rééducation pour la convertir en bonne chrétienne hétérosexuelle. Oui, et on la nomme Corinne. Le buzz. Ça buzz. Allez, on est bon. Cécile Réboa. À mon avis, on est en dessous de la réalité. Je ne sais même pas ce que Donc, j'ai dit. Cécile est prête pour les premiers rôles et les grandes méchantes également. Et pour les gags. Merci Cécile Réboa. Je rappelle que Itinéraire d'une maman braqueuse est à voir sur TF1 lundi à 21h05. Qu'il s'agit du surendettement des femmes et qu'il y aura donc un débat qui suivra et un documentaire, si j'ai bien compris. Merci les amis. Oui, merci à vous. Merci autour de cette table. Et si vous habitez la région
autour de Poitiers. Ouais, Venez pas de nous bol, voir c'est facile, demain. mais- Nous serons en direct de Poitiers avec Philippe Catherine. Super génial, trop top, inouï, trop beau, groovy, trop fraîche, ici classieux, stylé, ok, funky, trop drôle, glamour, sexy, crazy. T'es trop VIP. Vous êtes salarié, chercheur d'emploi, en reconversion? France Info vous embarque dans le train de la révolution numérique. Rendez-vous pour une soirée exceptionnelle à H7, quartier de la Confluence à Lyon, le 19 novembre.